Je suis arrivée à l'hôpital en courant pour voir mon fils en réanimation. Soudain, une infirmière m'a murmuré « Cachez-vous et faites-moi confiance ». Je me suis figée derrière la porte d'une chambre voisine. Mon cœur battait à tout rompre. Une minute plus tard, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Et avant de continuer, écrivez-nous de quel pays vous regardez cette vidéo et quel âge vous avez. Bonne écoute. Je dévalais le couloir comme si le monde touchait à sa fin. Mes talons claquaient bruyamment sur le linoléum. Ce son creux et vide, qu'on n'entend que dans les hôpitaux, se mélangeait à l'odeur âcre d'antiseptique qui me piquait la gorge. Mon cœur battait si fort que je sentais mon pouls dans mes tempes, dans mon cou, dans chaque cellule de mon corps de 67 ans, qui semblait soudainement devenu ancien et lourd. Mathieu, mon fils, mon unique. Hospitalisation d'urgence. Ces mots avaient résonné dans le combiné il y a à peine 50 minutes, et depuis, je n'avais pas cessé de trembler. Je serrais mon sac contre ma poitrine, prenais un autre virage et cherchais fébrilement le numéro de chambre qu'on m'avait dicté. 415, 415. Les chiffres sur les plaques se brouillaient. 408, 410. J'y suis presque. Je respire. Je vais le voir. L'embrasser et lui dire que tout ira bien. Comme je le lui avais dit toute sa vie, parce que c'est le travail d'une mère, n'est-ce pas? Nous réparons ce qui est cassé, nous soignons ce qui est malade, nous donnons tout, absolument tout, sans rien demander en retour. Et je m'étais tellement donné que je me demandais parfois s'il restait, sous les couches de ce sacrifice éternel, la moindre parcelle de moi-même. Mais à cet instant, cela n'avait aucune importance. Il fallait arriver à cette porte, voir mon fils, comprendre ce qui s'était passé. Le téléphone avait sonné alors que je préparais le dîner. J'avais lâché la cuillère dans la casserole en entendant la voix plate et froide de Chloé. « Mathieu est à l'hôpital. Un accident. Venez, si vous voulez. » Et elle avait raccroché. Comme ça, sans explication, sans dire ce qui s'était passé, si c'était grave, s'il était conscient. Seulement ces mots tranchants comme des éclats de verre, et ce ton, comme si j'étais un obstacle dans sa vie bien rangée aux côtés de mon fils. Mais je n'avais pas le temps de réfléchir. 414. J'y suis. Mes doigts tremblaient. J'ai lissé les pans de mon manteau, tentant de calmer ma respiration haletante. Je devais être forte pour lui. Je devais être cette mère que j'avais toujours été, celle qui ne déçoit pas, celle qui est toujours là, même quand on ne la voit pas, même quand on ne la remercie pas. Et c'est là que c'est arrivé. Une main m'a fermement saisi le coude et, vivement mais sans brutalité, m'a tiré sur le côté. J'ai failli crier, mais une paume a doucement couvert ma bouche, et une voix de femme, dans un souffle chaud juste à mon oreille, a dit « Cachez-vous et attendez. Faites-moi confiance. » L'uniforme, l'odeur de savon antiseptique, une infirmière. La quarantaine, un visage sérieux, des yeux sombres avec une profondeur inhabituelle et inquiétante. Elle m'a poussé vers la porte entr'ouverte de la chambre 414, juste à côté de celle de Mathieu. Pas un bruit. Ne sortez pas, écoutez et regardez. Vous comprendrez plus tard. Et, sans me laisser reprendre mes esprits, sans écouter mon « qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est éloignée rapidement dans le couloir. Ses baskets souples battaient le même rythme mesuré sur le linoléum. Je suis restée là, pétrifiée, le cœur battant pour une autre raison. Ce n'était plus seulement la peur pour mon fils. C'était quelque chose d'autre, de sombre et de lourd, sans nom. La chambre était vide, et la pénombre enveloppait les murs. Ça sentait le linge repassé et l'air sec de la climatisation qui dessèche les lèvres. Je me suis appuyée contre le mur, essayant de comprendre pourquoi on m'avait caché, de quoi je devais me taire, quel danger pouvait bien me menacer, moi, une vieille femme. C'était stupide, bien sûr, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, et dans sa hâte assurée, qui faisait que je suis restée. « Faites-moi confiance », avait-elle dit, et je l'avais cru. Peut-être parce qu'à cet instant de désespoir, n'importe quelle main tendue est comme une bouée de sauvetage. Ou peut-être parce qu'après tant d'années où l'on semblait m'ignorer, quelqu'un m'avait enfin vue et prise sous sa protection. De quoi, je l'ignorais encore. Ma respiration s'est peu à peu calmée, mes yeux se sont habitués à l'obscurité. J'ai distingué le contour d'un lit vide, la silhouette métallique d'un pied à perfusion, des rideaux d'où filtrait une mince ligne de lumière du couloir. Une minute a passé, seulement 60 secondes, qui se sont étirées en une éternité. Et je les ai entendues. Des voix dans le couloir. Celle de Chloé, reconnaissable à cette note mielleuse qu'elle prenait quand elle avait besoin de quelque chose, et une voix d'homme, inconnue, sèche, professionnelle. Ils se sont arrêtés juste devant la porte 415, en face de ma cachette. Je me suis tendue de tout mon corps, j'ai retenu ma respiration sans même m'en rendre compte. « Vous êtes sûr que personne ne nous verra ici ?» demanda l'homme. Chloé eut un petit rire sec,
comme un froissement de feuilles mortes. La vieille est en route, mais elle va perdre du temps à l'accueil. Ils ne la laisseront pas monter rapidement. On a le temps. La vieille. Elle m'avait appelée la vieille. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine, comme si ses doigts se refermaient sur mon cœur. Mais je me suis forcée à rester immobile et à écouter, car je sentais au fond de moi que ce n'était que le début. Bien, alors revoyons les documents, reprit l'homme. Le transfert de la maison doit être finalisé avant qu'il ne se réveille. Si on vous pose des questions, vous direz qu'il a tout signé avant l'accident. Compris. La maison. Notre maison. La maison achetée avec l'argent qui restait après la mort de mon mari. La maison que j'avais mise au nom de Mathieu, parce que j'avais confiance. Parce que c'était mon fils. Parce que je n'aurais jamais imaginé. Compris, répondit Chloé. Et dans sa voix, il n'y avait aucune trace de tristesse pour son mari gisant de l'autre côté du mur. Seulement une froide satisfaction. La victoire. Le son d'une femme qui a gagné une partie dont j'ignorais même l'existence. Et pour l'entreprise, avec les 3 millions, c'est techniquement plus compliqué. L'homme n'avait même pas baissé la voix. Officiellement, elle n'apparaît nulle part. Mais s'il ne se réveille pas dans les prochains jours, ou s'il se réveille avec de graves séquelles cognitives, nous obtiendrons la tutelle temporaire par voie de justice et l'accès à tout. Compte, immobilier, investissement. S'il ne se réveille pas. Ces mots flottaient dans l'air comme des couteaux aiguisés. S'il ne se réveille pas, comme si c'était acceptable, souhaitable, comme s'il s'agissait de la météo du week-end. J'ai plaqué ma main sur ma bouche pour ne pas hurler, pour ne pas vider mon âme là, contre ce mur froid. Mes jambes ont flanché, je me suis agrippée au montant de la porte. Le bois était glacial. Et elle ? Demanda Chloé. La façon dont elle a dit « elle », comme si elle parlait d'un insecte qu'on écrase sans y penser. C'est envahissante de belle-mère. Elle peut exiger quelque chose. Le silence s'étira, vibrant. J'entendais l'homme feuilleter des papiers. Juridiquement ? Non. D'après tous les documents, elle n'est nulle part. Ni la maison, ni l'entreprise, ni les comptes. Tout est au nom du mari. En tant qu'épouse, en cas d'incapacité, la loi est de votre côté. Elle n'est personne. Elle n'a aucun droit. Juste une belle-mère spectatrice. Je ne suis personne. Sans droit. Juste une belle-mère hors jeu. Les mots m'ont transpercé comme des balles de glace. 67 années de vie, réduites à personne. 40 ans de mariage avec un homme bon, parti soudainement d'une crise cardiaque. 38 ans de maternité, où j'avais aimé au point de m'oublier moi-même. Tout ça pour entendre, je ne suis personne. Chloé se remit à rire, un rire clair et vide, comme toujours lors des dîners de famille, quand elle me demandait de faire la vaisselle pendant qu'elle s'installait avec Mathieu dans le salon devant la télé. Quand elle acceptait mes cadeaux, sans même me regarder dans les yeux. Quand Mathieu l'avait amenée pour la première fois. Et moi, stupide, j'avais pensé que c'était de la réserve, de la timidité. Comme je me trompais. Parfait. Alors on suit le plan. Ça fait 1 mois que je lui donne des cachets, le matin dans son jus d'orange. Petit à petit, j'augmente la dose chaque semaine. Les médecins pensent, stress, fatigue, alimentation. Personne ne se doute de rien. À l'hôpital, c'est encore plus simple. Sa voix était devenue presque paresseuse. Quand les infirmières font leur ronde, j'y ai accès. Je suis sa femme. Je peux en ajouter à la perfusion ? Personne ne posera de questions. Tout le monde me plaint. On m'apporte du café. On me dit « tenez bon ». C'est même drôle. Encore un jour ou 2, et c'est tout. Le cœur lâchera, tout simplement. De façon tout à fait naturelle. Ça arrive tout le temps aux hommes de 42 ans qui travaillent sans relâche. Les statistiques sont de notre côté. Le monde s'est arrêté, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans l'univers entier. Des cachets. Elle empoisonne mon fils, mon Mathieu, mon garçon, que j'ai porté dans mon ventre, que j'ai allaité, que j'ai bercé chaque nuit pendant les 2 premières années de sa vie. Mon cerveau refusait d'accepter ce que je venais d'entendre. Trop monstrueux, trop invraisemblable. Ça arrive dans les films, aux informations, quelque part là-bas, dans ces histoires sur Internet où l'on se dit « Quelle horreur, Dieu merci, ça ne m'arrive pas à moi ». Mais ça m'arrivait à moi, ici, à 2 pas, derrière ce mince mur où je me cachais comme une souris traquée. Magnifique, dit l'homme en commençant à rassembler ses papiers. Je vous envoie les documents finaux par email aujourd'hui. Signé, je m'occupe du reste. D'ici vendredi prochain, tout sera réglé. La maison, l'entreprise, les comptes. Et pour l'hôpital ? Je ne sais rien. Nous n'étions pas là. Claire.
Limpide, répondit-elle. Vous êtes un génie, Julien. Je vous paierai très généreusement quand tout sera terminé. Très, très généreusement. Julien. J'ai gravé ce nom dans ma mémoire, comme si je le burinais au couteau sur la pierre. Ses pas se sont éloignés, le claquement régulier de chaussures chères sur le linoléum bon marché de l'hôpital. Mais Chloé est restée. J'entendais sa respiration, je sentais sa présence, séparée de moi seulement par un mur. Et elle s'est mise à parler, non plus à lui, cette fois. À elle-même, ou à Mathieu, gisant inconscient. Imbécile. Tu pensais pouvoir m'acheter avec des fleurs bon marché et des promesses vides. Je ne t'ai jamais aimé. Pas un seul jour. Tu avais ce qu'il me fallait. Une belle-mère idiote avec de l'argent, une entreprise en pleine croissance, une maison sans hypothèque et tellement de naïveté que tout était à ton nom, sans le moindre papier en sa faveur. La cible parfaite. Chaque mot était une gifle. Chaque phrase, un coup de couteau sous les côtes. 7 ans. Ils étaient mariés depuis 7 ans. 7 ans de mensonges, de comédie, de rôle. Et moi, pendant tout ce temps, je croyais mon fils heureux. Combien de fois Chloé s'était-elle éclipsée dans sa chambre dès que j'arrivais? Combien de fois Mathieu était-il rentré pâle, fatigué, mettant ça sur le compte du travail? Combien de fois avais-je proposé mon aide et il m'avait repoussé? Maman, je ne suis plus un garçon. Et c'était elle. Son poison, chaque matin dans son jus. Sa tête froide sur l'oreiller à côté de lui, pendant qu'il rêvait d'une vie future qui n'existerait jamais. Et toi, la vieille, continua Chloé, et tout s'est glacé en moi. Tu seras la première à passer par-dessus bord. Tu ne verras même pas sa tombe. Juridiquement, tu n'es personne. Juste une sorcière qui ne m'a jamais acceptée, qui sifflait dans mon dos, qui nous montait l'un contre l'autre. C'était un mensonge. J'avais essayé. Dieu m'est témoin. J'avais essayé de toutes mes forces, parce que c'était le choix de mon fils. Parce que si mon fils sourit, je n'ai besoin de rien d'autre. J'avais avalé des milliers de petites humiliations. J'avais souri quand elle critiquait ma veste ou ma coupe de cheveux. J'avais fait la vaisselle après des dîners où l'on ne me servait pas une portion normale, finissant debout dans la cuisine pendant qu'il mangeait à table. J'achetais des cadeaux chers pour ses anniversaires et les fêtes. Elle les ouvrait sans émotion et les jetait dans un coin. Je faisais le ménage chez eux pendant qu'ils voyageaient. J'arrosais les fleurs, je prenais le courrier, j'essuyais la poussière. J'étais la belle-mère parfaite, pratique, silencieuse, qui donne. Et voilà la récompense. Le poison, le vol, un meurtre planifié. Ses talons claquèrent et s'éloignèrent. La porte de la 415 se referma doucement, et moi, je restais assise sur le sol froid de la chambre vide, tremblant comme une feuille au vent. Combien de temps s'est écoulé, je l'ignore. Des secondes, des minutes, ou une éternité. Le temps avait perdu son sens, comme tout le reste. Toute ma vie, mes décisions, mes concessions, mes nuits blanches, tout s'était effondré en 10 minutes, comme un château de cartes. Mes mains tremblaient si fort qu'il me fallut m'enlacer moi-même pour ne pas tomber en morceaux. J'avais froid. Un froid venu de l'intérieur, d'une profondeur que je ne me connaissais pas. Mes dents claquaient, ma gorge était nouée. Mathieu était en train de mourir. Non pas d'un accident, ni d'un coup du sort. On était en train de le tuer. Sa propre femme, goutte après goutte, lui versait la mort. Et personne ne le savait. Personne, à part cette infirmière inconnue qui m'avait caché ici comme un ange, et moi. J'ai fermé les yeux, serré les doigts à m'en faire mal, et j'ai compris l'essentiel. Désormais, je n'avais que cette connaissance et quelques sombres minutes pour décider quoi faire. La porte s'ouvrit soudainement sans bruit. J'ai sursauté si fort que mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. La même infirmière s'est glissée dans la chambre 414, a refermé derrière elle et a allumé une petite lampe dans le coin. Un cercle de lumière jaune et chaude a enfin réchauffé les murs. J'ai pu voir son visage pour la première fois, concentré, têtu, les cheveux tirés en une queue de cheval serrée. Sur son badge, Sophie Martin, infirmière. Respirez, dit-elle à voix basse, s'accroupissant devant moi et prenant mes mains glacées dans les siennes, si chaudes. Plus profondément. Encore. Je sais, c'est monstrueux, mais nous devons garder la tête froide. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je me suis forcée à inspirer. 1 fois. 2 fois. Mon cœur s'emballait toujours, mais l'air atteignait enfin mes poumons. Comment saviez-vous? Ai-je réussi à articuler d'une voix rauque? Ce qui se passe. Sophie s'assit par terre à côté de moi, s'appuyant l'épaule contre le mur, comme si nous étions de vieilles connaissances dont la bouilloire venait de brûler et qui devaient décider calmement quoi faire. Depuis 3 semaines, votre fils venait pour des consultations externes, dit-elle posément.
Tous les 4 jours, la même chose, faiblesse intense, vertige, nausées, arythmie cardiaque. Les médecins écrivaient stress, fatigue. Mais j'avais déjà vu ça. Il y a 3 ans, ma sœur est morte. Son mari l'a empoisonnée pendant des mois avec des anticoagulants. Quand nous avons compris, il était trop tard. Elle se tut une seconde. Sa voix avait à peine tremblé, mais ce tremblement me frappa plus fort que n'importe quel cri. La semaine dernière, j'ai demandé les anciennes analyses de Mathieu, celles d'il y a 6 mois, avant les premiers symptômes. Je les ai comparées avec les actuels. Le tableau n'était pas naturel. Elle me montra son téléphone, des graphiques, des chiffres, des points d'exclamation rouges. J'en ai parlé au docteur Bernard, le chef de la toxicologie. Il a accepté de vérifier discrètement, mais il nous fallait une preuve, un aveu. Sophie déverrouilla son téléphone et lança un enregistrement. J'ai entendu cette même voix mielleuse de Chloé, mot pour mot. J'en ajoute dans son jus d'orange le matin. À l'hôpital, c'est encore plus simple. Encore un jour ou 2. Et c'est tout. Je me suis mise à trembler si fort que le téléphone faillit lui glisser des mains. Je savais que vous viendriez aujourd'hui, continua Sophie. Chloé a râlé ce matin dans la salle du personnel, disant qu'elle devrait se coltiner la belle-mère. Je vous attendais dans le couloir, et quand je vous ai vu courir, je vous ai caché. Ce que vous avez entendu en direct avec cet homme, je l'ai aussi enregistré. Des larmes se mirent à couler toutes seules sur mes joues. Salées, brûlantes. Merci, fut tout ce que je pus murmurer. Merci. Ne me remerciez pas. Ce n'est pas fini. Sophie serra plus fort mes doigts. Le docteur Bernard a déjà fait analyser la perfusion. S'il trouve des traces d'intervention, on appelle la police immédiatement. Mais ça ne suffit pas. Il faut trouver les cachets dans son sac ou sa voiture. Il faut prouver qu'elle reste seule avec lui et qu'elle touche à la perfusion. Je vais voir la sécurité, récupérer les enregistrements des caméras et noter les horaires. Et vous? Et moi? Demandai-je, sentant monter en moi non pas de la peur, mais une étrange détermination. Vous allez entrevoir votre fils et faire comme si vous ne saviez rien, articula clairement Sophie. Prenez-la dans vos bras s'il le faut. Pleurez. Soyez la mère désemparée. C'est exactement ce qu'elle veut voir. Ça la gardera ici. Ça la distraira, ça nous donnera du temps. Je veillerai à ce qu'elle ne s'approche plus de la perfusion sans surveillance. Et aussi, si Mathieu se réveille avant qu'on ait fini, ne lui dites rien. Il pourrait ne pas vous croire. Ça fait 7 ans qu'elle le travaille, pas seulement avec les cachets, avec les mots aussi. J'ai hoché la tête. Combien de fois, ces dernières années, s'était-il éloigné, m'avait-il répondu sèchement, avait-il oublié mon anniversaire, annulé un déjeuner. Je mettais ça sur le compte du travail. Et c'étaient ses murmures à elle, sur la mère possessive, la belle-mère jalouse. Combien de temps avons-nous? Demandai-je en essuyant mon visage mouillé avec la manche de mon manteau. 20 minutes, une demi-heure maximum, répondit-elle. La patrouille la plus proche n'est pas loin, mais il leur faut le temps de rassembler les éléments. Il faut tenir et ne pas l'effrayer. Elle se leva, m'aida à me relever. Mes genoux tremblaient, mais ils tenaient bon. Regardez-moi, dit Sophie, me fixant droit dans les yeux. Vous allez y arriver. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et peu importe ce que vous ressentez, ne lui montrez pas votre haine. Seulement le désarroi et l'amour pour votre fils. Le reste, c'est mon travail. Promettez-moi. Ai-je chuchoté d'une voix qui n'était plus la mienne. Promettez-moi qu'elle ne gagnera pas. Que mon garçon, qu'il vivra. Je vous le promets, dit Sophie doucement, sans emphase, comme le disent ceux qui savent que la vérité est de leur côté. Et je promets que cette femme paiera pour chaque goutte. Elle ouvrit prudemment la porte, jeta un coup d'œil, me fit signe. Le couloir est libre. Je suis sortie. Il y avait nettement plus de monde. Un brancard, des aides-soignants. Quelqu'un se disputait au poste des infirmières, une famille attendait des nouvelles. Chacun était pris par son propre malheur. Personne ne savait qu'à 2 pas d'ici se jouait une pièce macabre. Je me dirigeai vers la porte 415 comme on monte sur scène, comptant chaque inspiration. La poignée froide contre ma paume. J'ai inspiré profondément et j'ai poussé. La chambre était plus grande que je ne l'imaginais. Des appareils, le bip mesuré d'un moniteur, les larmes transparentes de la perfusion. Et au milieu de tout ça, mon Mathieu, petit, étranger dans toute cette blancheur, la peau grisâtre, les lèvres sèches et des cernes sombres que je n'avais jamais vues. Il avait toujours été fort, et maintenant, il semblait consumé de l'intérieur. À son chevet, elle, Chloé.
Impeccable, comme une vitrine. Coiffure, maquillage léger, une robe crème qui sentait le parfum cher. En me voyant, son visage se transforma instantanément. Ses yeux se mirent à briller, ses lèvres à trembler, sa main se posa sur sa poitrine. Prête à éclater en sanglots. Hélène. Souffla-t-elle presque dans un murmure en se levant pour me prendre dans ses bras. Je me suis forcée à accepter cette étreinte, à sentir sa peau chaude, son odeur sucrée, et à ne pas penser que c'était avec ses mêmes mains qu'elle touchait la perfusion au-dessus du lit de mon fils. Je me suis blottie contre elle et j'ai laissé mes larmes couler sans retenue. Elles étaient réelles, mais leur cause était différente. Merci d'être venue, expira Chloé dans mon oreille. Je savais que ce serait difficile pour vous de vous déplacer, mais Mathieu a tellement besoin de vous. Je m'écartai d'un pas, essuyai mes yeux et demandai d'une voix sourde : que s'est-il passé ? Chloé soupira lourdement, se rassit, prit délicatement la main de Mathieu dans la sienne, comme si elle était de cristal. Il a eu un malaise au travail, dit-elle d'une voix égale, bien répétée. Il est devenu tout à coup pâle, s'est mis à transpirer, se plaignait de douleurs dans la poitrine, de ne plus pouvoir respirer. Ses collègues ont pensé, le cœur. Ils ont appelé une ambulance. Je l'écoutais, hochant la tête, posant les bonnes questions. Et à l'intérieur, les rouages s'enclenchaient. La garder ici, parler de broutille, ne pas la laisser une seule seconde seule avec la perfusion. Quelque part dans le couloir, Sophie se dirigeait déjà vers la sécurité, notant déjà sur sa montre les minutes exactes où Chloé était entrée ici seule. « Que disent les médecins ?» demandai-je en serrant la main de Mathieu. Elle était trop froide, elle ne répondait pas à mes doigts. « Les prochains jours sont critiques », baissa les yeux Chloé. « S'il se réveille sans séquelles, il s'en sortira. » « Mais si !» Elle s'interrompit et me regarda à peine perceptiblement, par en dessous. « S'il ne se réveille pas, ou s'il y a des lésions cognitives, il aura besoin de soins constants. » Elle préparait le terrain, essayait de planter une graine en moi. Ça arrive. J'ai mordu ma lèvre jusqu'au sang pour ne pas dire un mot de trop. Joue la comédie, Hélène. Joue. Mon Dieu. Ai-je murmuré en couvrant sa main de la mienne. Il est si jeune. Chloé hocha la tête, essuyant une larme imaginaire. Je prie sans arrêt, ajouta-t-elle doucement. Et demain, le père Antoine viendra, pour lui donner la bénédiction. Au cas où. Au cas où, je savais bien lequel, mais j'ai hoché la tête. Qu'elle parle. Qu'elle croit qu'elle me tient avec ses mots. Je peux rester seule avec lui ? Demandai-je, sentant que j'avais besoin d'air sans son parfum. Juste un instant. Lui dire quelques mots. Chloé hésita à peine. Une ombre de méfiance passa dans ses yeux, mais le masque revint aussitôt. Bien sûr. Je vais me chercher un café. Je vous apporte un thé ? Non, je vais juste rester assise, ai-je répondu. Elle sortit, fermant doucement la porte. Je me suis immédiatement penchée vers Mathieu, très prudemment pour ne toucher aucun fil, et j'ai murmuré, si bas que c'était presque inaudible. Pardon, mon fils. Je vais tout arranger. Je ne la laisserai pas gagner. Mathieu ne bougea pas, mais j'eus l'impression que quelque part, au fond, ses paupières avaient tressailli. J'ai essuyé mes larmes, redressé le dos, et à cet instant, la porte s'est à nouveau entr'ouverte. On a poussé un chariot de médicaments, et Sophie, sans me regarder, telle une vraie infirmière en pleine ronde, a dit d'un ton neutre : « Hélène, venez une minute, s'il vous plaît. Le docteur Bernard veut vous parler. Juste 2 minutes. » J'ai compris. Ça commençait. Si nous flanchions, elle partirait avant qu'il n'arrive. Je me suis ressaisie et je suis sortie avec Sophie dans le couloir. Et derrière la porte de la 415, quelqu'un commençait déjà à jouer son dernier rôle. Sophie me conduisit dans un petit bureau d'entretien, vide, avec 2 chaises et une lampe qui bourdonnait comme un moustique. Elle referma la porte. Son visage changea immédiatement. Ce n'était plus l'infirmière douce, mais une personne qui apportait des nouvelles qu'on ne peut ignorer. « Ils ont trouvé, » dit-elle sans préambule, « de la warfarine dans la perfusion. Elle n'est pas dans sa prescription et ne devrait pas y être. Des traces claires d'ajout dans la poche de perfusion. Le docteur Bernard est déjà en train de remplir les documents, la police a été appelée, l'officier de permanence est prévenu. » Dans ma tête, j'entendis comme le grincement d'une charnière rouillée. Le mot « warfarine ». Je ne le connaissais que de la télévision, mais maintenant il se dressait entre mon fils et moi comme un mur. « C'est suffisant ?» demandai-je, sentant mes doigts se remettre à trembler. Pour qu'ils ne classent pas ça comme une erreur. Ils ne classeront pas, hocha sèchement la tête Sophie. Et il y a les caméras. Sur 24 heures,
3 séquences où Chloé entre seule et manipule la perfusion. Dans 2 cas, on voit clairement qu'elle touche le flacon et la tubulure. J'ai noté les heures. La sécurité copie les enregistrements. Et j'ai l'audio. Vous avez entendu l'extrait. Il nous faut la retenir ici encore 20 minutes, une demi-heure maximum, le temps qu'ils arrivent. Elle fit défiler une autre vidéo. En noir et blanc, du parking, datant d'il y a 3 jours. Pas de son, mais Chloé est près de sa voiture, sourit à quelqu'un au téléphone, rit même, puis lève les yeux vers la caméra, sans savoir qu'elle est là, et articule clairement « Je serai bientôt libre ». J'ai senti un vide se creuser dans mon estomac. Si simple, si banal, comme si elle parlait de vacances. Ça aussi, ça ira au dossier, ajouta Sophie en rangeant son téléphone. Maintenant, le plus important, c'est elle. Dès qu'elle sentira le danger, elle partira, appellera son avocat, détruira ce qu'elle peut. Vous devez l'occuper, lui parler, faire semblant de vous réconcilier, jouer celle qui se rapproche d'elle, et de l'argent s'il le faut. Stupide, généreuse, comme elle a l'habitude de penser de vous. J'ai hoché la tête, comme si un interrupteur s'était enclenché en moi. Les larmes ravalées, la voix posée, le visage doux. Si Mathieu se réveille, taisez-vous, m'avertit Sophie. Elle lui a instillé sa version pendant 7 ans. Le moindre mot de votre part, il pourrait vous le retourner. Laissez-moi le temps. Le docteur Bernard est prêt. La sécurité est en place. L'appel est parti. Nous sommes là. Je l'ai remercié comme on remercie quelqu'un qui vous a tendu la main, brièvement et d'une voix sourde. Nous sommes sortis dans le couloir. Elle m'a montré l'horloge. Les aiguilles avançaient trop lentement, et je devais les faire traîner encore plus. En retournant dans la chambre, j'ai immédiatement endossé mon rôle. Chloé leva ses yeux verts sur moi. Il y avait de la méfiance, mais par-dessus, le même masque de douceur. « Qu'a dit le médecin » demanda-t-elle, comme si de rien n'était. « Des papiers » ai-je fait d'un geste vague. « L'administration, rien d'important. » Je me suis assise en face, j'ai posé la main sur le bord de la couverture et je l'ai regardée droit dans les yeux. « Chloé, j'ai quelque chose à te dire. » Elle se tendit légèrement. J'ai inspiré et j'ai dit, comme si j'avais une boule dans la gorge, « J'ai été injuste avec toi. » Froide, fermée. Tu venais vers moi, et moi, je te repoussais. J'étais jalouse, sans doute. J'avais peur de perdre mon fils. Pardonne-moi. J'ai vu ses pupilles se dilater une seconde. Ça, elle ne s'y attendait certainement pas. Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. Si Mathieu s'en sort, et il doit s'en sortir, recommençons à zéro. Je veux être une belle-mère normale, celle avec qui on peut boire un thé, aller au marché, choisir des vêtements de bébé. Vous vouliez des enfants, tu m'en avais parlé. J'ai désigné sa robe impeccable, sa bague, la main avec laquelle elle tenait celle de Mathieu. Je vous aiderai, pour le logement, pour ce qu'il faut. J'ai de l'argent de côté, pas grand-chose, mais assez pour un bon apport. Pour que vous ayez une maison avec un jardin. De toute façon, je laisserai tout à Mathieu, donc à vous aussi. Pourquoi attendre, quand on peut se réjouir ensemble ? Le poisson gras de la cupidité est remonté à la surface de ses yeux, immédiatement. Elle a baissé les cils, comme si elle était gênée. Mais j'ai vu ses épaules se détendre, j'ai vu son souffle se libérer, alors qu'elle calculait déjà en elle-même quelques futures sommes. « Vous êtes très bonne, Hélène, dit-elle d'une voix à peine audible, et elle me serra même la main. Mathieu a vraiment de la chance de vous avoir, et merci d'avoir trouvé la force. De la chance. » Ces mots ont fait craquer quelque chose en moi, mais j'ai souri. Je lui ai demandé de me raconter comment il aimait aller au parc, comment leur plan de vacances était tombé à l'eau, quel rideau elle avait repéré pour le salon. N'importe quoi, pourvu qu'elle parle. J'acquiesçais, je posais des questions, me souvenant de ne pas jeter un seul regard de trop vers la perfusion. L'horloge au mur faisait plus de bruit que le moniteur. 15 minutes s'étaient écoulées. Mes paumes étaient moites, mais ma voix tenait bon. Chloé ronronnait presque maintenant, regardant par la fenêtre, au-delà de moi, comme si la partie était à nouveau entre ses mains. Je me suis penchée légèrement en avant. « Savez-vous ce que je voudrais » ai-je dit tout bas. « C'est que, quand Mathieu ouvrira les yeux, la première chose qu'il voit, ce soit nous deux, main dans la main. » Je lui ai tendu ma paume. Les 2 femmes qu'il aime plus que tout. Vous et moi. Ensemble. Elle se figea une fraction de seconde, puis elle eut un bel sourire. Trop beau. J'aimerais beaucoup ça aussi, répondit-elle. J'ai pris sa main, juste assez fermement pour qu'elle sente le contact, et juste assez doucement pour qu'elle n'ait pas de mouvement de recul. Et à cet instant, quelque part dans le couloir, il y eut soudain du bruit, des pas rapides, des ordres brefs.
Ce ton professionnel, quand on n'a plus le temps pour la politesse. Chloé leva la tête, cligna des yeux. Qu'est-ce que... Sa voix était soudain devenue plus aiguë. J'ai eu le temps de penser, encore 5 minutes, mais on ne nous les a pas données. La porte s'est ouverte en grand, heurtant presque le mur, et sur le seuil sont apparus 2 hommes en uniforme et une femme en tailleur strict, un signe à la main. Derrière eux, Sophie et le docteur Bernard. Chloé Moreau, dit la femme posément, l'appelant par son nom de famille. Je suis l'inspectrice Duval. Nous avons besoin que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions concernant l'état de santé de votre mari. Quelles questions ? Chloé releva la tête, mais sa voix était un demi-ton plus haut que d'habitude. Il a fait une crise, il va mal. Pourquoi la police ? Duval n'éleva pas la voix d'un iota. Il existe des indices d'un empoisonnement intentionnel sur la personne de Mathieu Moreau. L'analyse toxicologique a révélé de la warfarine dans la perfusion. Ce médicament ne figure pas dans sa prescription. Les caméras de surveillance vous montrent à 3 reprises près de son lit en l'absence de personnel, manipulant le flacon et la tubulure. De plus, nous avons un enregistrement audio où vous décrivez le mode d'administration du produit. Chloé pâlit à vue d'œil, mais le masque tenait bon. C'est ridicule. Une erreur. Dans les hôpitaux, ils mélangent les médicaments. Tout le monde le sait. Les enregistrements peuvent être montés, et vos audios. L'enregistrement est celui de l'infirmière Sophie Martin, intervint calmement Sophie. Je peux le faire écouter. Duval hocha la tête. Sophie lança l'enregistrement, et la chambre se remplit de cette voix familière, douce, visqueuse. J'en ajoute dans son jus d'orange le matin. À l'hôpital, c'est encore plus simple. Encore un jour ou 2, et c'est tout. De ma propre colère, j'eus froid jusqu'au bout des doigts, comme si mon sang s'était retiré vers mon cœur. Le docteur Bernard enchaîna, le flacon et la tubulure ont été saisis. Les traces d'intervention sont évidentes. Des résidus de poudre, une concentration non conforme, les scellés sont rompus. Le protocole est établi. Je suis responsable du département de toxicologie et je suis prêt à fournir une expertise écrite. Chloé tenta de sourire, quelque chose de crispé. Vous êtes tous devenus fous. C'est de la diffamation. Je vais porter plainte. Julien. Elle hésita, mais le nom était sorti. Mon avocat confirmera. Julien Ferraud, précisa Duval, impassible. Oui, il est actuellement en train de donner des explications. Dans votre téléphone et dans ses emails, nous avons trouvé des ébauches de contrats pour le transfert de la maison et l'accès au compte. La banque a confirmé la tentative d'opération. Et sur le parking, il y a 3 jours, vous avez dit face à la caméra « Je serai bientôt libre ». Nous avons demandé une expertise audio, mais même la lecture sur les lèvres est suffisamment claire. Une seconde. Et je vis dans les yeux de Chloé cette fissure qu'on ne peut pas recoller. Elle expira brusquement. C'est sorti de son contexte. Je parlais de vacances. D'être libérée du travail. Vous ne comprenez pas ? Nous comprenons, dit Duval, toujours aussi calme. Sur la base des éléments recueillis, vous êtes placé en garde à vue pour suspicion de tentative d'homicide et escroquerie en bande organisée. Vos droits vont vous être notifiés. Veuillez nous suivre. L'un des policiers s'avança. Le cliquetis métallique des menottes, bref et sans théâtralité. Chloé eut un soubresaut, mais pas vraiment, plutôt pour la forme. « Vous n'avez pas le droit », cria-t-elle, et sa voix se brisa. « C'est une erreur. Je n'ai rien fait. Laissez-moi, je vais appeler. » Le téléphone va être saisi, dit le second policier posément. Tout vous sera rendu sous scellé. Et là, elle m'a regardé droit dans les yeux. Ces yeux verts dans lesquels, hier encore, je croyais voir un lien de parenté. Il n'y restait plus rien, que de la haine. C'est toi, siffla-t-elle. La vieille. Tu ne pouvais pas rester assise et ne pas te mêler. Tu crois que tu as gagné ? Quand il se réveillera, c'est moi qu'il croira. Je lui raconterai tout, que tu n'as jamais cessé de me harceler, que tu étais jalouse, que tu rêvais de nous séparer. Il me croit toujours. Je me suis levée, je me suis approchée si près que je sentais son parfum. Autrefois doux, maintenant poisseux. Je suis sa mère, ai-je dit doucement, sans insister. Et une mère protège toujours. Tu pensais que j'étais stupide et pratique, que tu pouvais tout voler et partir. Tu t'es trompée. Ça suffit, coupa calmement Duval. Emmenez-la. On a fait pivoter Chloé vers la porte. Elle crachait encore des mots, menaçait de procès et de relations, mais je ne l'entendais presque plus.
L'adrénaline est retombée si brusquement que mes jambes sont devenues cotonneuses. Sophie fut à mes côtés en une seconde, me retenant par le coude, me faisant asseoir sur une chaise contre le mur. « C'est fini », murmura-t-elle. « On a réussi. Maintenant, c'est à nous de jouer. »« C'est la fin ?» demandai-je d'une voix qui me semblait étrangère. « Ou seulement le début ?»« Pour elle, le début de la fin, » répondit Sophie, avant de faire un signe de tête au docteur Bernard. Il s'approcha, ouvrit son dossier, tourna les pages. Professionnel, comme en réunion. Sauf que mes mains tremblaient rien qu'à la vue de ces papiers. « Nous avons déjà commencé l'antidote, » dit-il, me regardant enfin. « Vitamine K à haute dose, du plasma frais congelé. L'organisme de votre fils est solide. » Je serrai les doigts à m'en faire mal. « Docteur » et je ne reconnus pas mon propre murmure. « Dites-le-moi franchement. Mon fils va vivre. » Bernard leva les yeux, et à cet instant, dans la chambre, le moniteur émit un bip. Le son avait changé, comme d'un demi-ton. Bernard leva les yeux vers le moniteur, vérifia le pouls, la tension, jeta un œil à la perfusion. Tout était rapide, assuré. « C'est le signe que l'organisme réagit, » dit-il, plus calme. « Nous avons commencé le traitement. Vitamine K à dose de choc. Plasma frais congelé. » Le bilan de coagulation était mauvais, mais la dynamique repart déjà dans le bon sens. Mathieu a eu de la chance que nous soyons intervenus à temps. Les chances sont très bonnes. Ça veut dire qu'il va s'en sortir ? Demandai-je, ne remuant que les lèvres. Avec une forte probabilité, hocha-t-il la tête, mais sans promesse immédiate. Il faut 1 jour ou 2 d'observation. Le sommeil, c'est normal. L'organisme a besoin de temps pour évacuer les conséquences. Il nota encore quelque chose, me regarda sans sa distance médicale. Souffler. Maintenant, c'est notre travail. J'ai hoché la tête, même si je n'arrivais pas à souffler, comme si j'avais quelque chose de coincé à l'intérieur. Sophie me prit par le coude, me fit sortir dans le couloir, m'assit sur une banquette près de la fenêtre. « Je vais vous faire un badge pour rester 24h24, dit-elle d'un ton professionnel. Et je vais prendre une couverture au poste. Il fait frais la nuit. Il va falloir manger. » Rien ne passe, ai-je avoué avec un petit rire rauque. Un thé noir, si possible. Bien fort. Elle hocha la tête et disparut au coin du couloir. Le couloir vivait sa vie. Un brancard passa. Quelqu'un se disputait doucement au poste. Un appareil bipait dans la chambre d'axe en grave côté. Je me surpris à avoir une pensée étrange, presque enfantine. Si je restais assise bien droite et que je respirais sans faire plus de bruit qu'une feuille de papier, rien de mal n'arriverait. Sophie apporta le thé, la couverture, me tendit de petits sandwichs. « Au moins la moitié, » dit-elle en me regardant fixement. « Sans sucre, le thé. »« Avec du sucre, » ai-je cédé. « Aujourd'hui, j'ai le droit. » Une demi-heure a dû passer. On me ramena dans la chambre. Le monde s'était à nouveau rétréci au drap blanc, au bip silencieux et à la main de Mathieu dans la mienne. Chloé avait été emmenée. La pièce semblait plus grande, plus silencieuse. Puis l'inspectrice Duval est revenue. Elle entra sans bruit, ferma la porte derrière elle, s'assit à côté, comme chez elle. « Des nouvelles ?» dit-elle. « Chloé Moreau est en garde à vue. La mesure sera décidée rapidement, mais vu la gravité des faits, ce sera sûrement une détention provisoire. En parallèle, nous montons le dossier pour escroquerie et faux. Le téléphone est saisi, la correspondance concernant la maison et les comptes est très claire. Ferraud est en train de parler. On lui a promis de tenir compte de sa coopération. La maison. M'échappa-t-il. La maison restera à Mathieu. Nous avons suspendu toute transaction sur l'immobilier et les comptes, hocha-t-elle la tête. Le blocage à la banque est déjà en place. La maison ne bougera pas. Pour l'entreprise aussi, tout est stoppé. On va démêler ça. L'important, c'est lui. Merci, ai-je dit doucement, pour ne pas éclater en sanglots. Elle hocha la tête, comme si nous venions de convenir de quelque chose de très simple, et elle partit. Ensuite, le temps s'est morcelé. Le matin s'est mélangé au soir. Sophie apportait tantôt du thé, tantôt me couvrait d'un plaid, tantôt apparaissait comme une ombre silencieuse pour changer la perfusion ou vérifier les appareils. Le docteur Bernard passait régulièrement. Quelques mots. Un graphique. Un bref signe de tête. Je lisais pour Mathieu à mi-voix. Tout ce qui me passait par la tête.
Comment il dévalait la pente enneigée sur sa luge bleue quand il était enfant, comment en CP il avait caché son diplôme d'honneur sous sa chemise pour faire la surprise à la maison, comment il avait porté mes sacs il y a 2 semaines, en râlant mais en souriant. La nuit, la chambre devenait particulièrement silencieuse. Seul le moniteur bipait, et la perfusion, goutte après goutte, battait comme une horloge. Je ne dormais pas. Je m'assoupissais 1 minute et je refaisais surface. Parfois, il me semblait que ses paupières avaient bougé. Non, c'était mon imagination. Parfois, il me semblait que ses doigts étaient plus chauds. Non, la main était toujours aussi froide. Le 2e soir, Duval repassa. Elle apporta un vrai café, serré, amer, pas celui de la machine. Il y a un autre détail, dit-elle en s'asseyant. Concernant Chloé. Ce n'est pas son vrai nom. Dans nos fichiers, elle est connue sous le nom d'Irina Dufour, dans une autre région. Il y a d'anciens dossiers pour escroquerie. 3 victimes. Elles sont prêtes à témoigner. Le mode opératoire est identique. J'ai expiré, comme si une pièce du puzzle venait de se mettre en place, et pourtant, c'était toujours le vide en moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Demandai-je bêtement, comme une enfant. M'asseoir et attendre. Pour l'instant, oui, répondit-elle sans pitié, mais aussi sans froideur. Vous avez déjà fait le plus difficile. Maintenant, c'est à nous, aux médecins et au temps de jouer. Elle est partie, et je me suis réinstallée sur ma chaise, posant ma tête sur le bord du lit. Sophie apporta un plaid propre, ajusta l'oreiller dans mon dos. Tenez bon, dit-elle doucement. Il vous entend. Ça arrive souvent. Ils semblent loin, mais ils entendent. Pardonne-moi, mon fils, murmurai-je dans le noir, de ne pas avoir vu plus tôt, d'avoir baissé les bras quelque part, de l'avoir laissé nous séparer. Mais je suis là, je ne pars pas. Quelque part derrière le mur, quelqu'un riait nerveusement, fort. Dans le couloir, un chariot cliqueta. Par la fenêtre. Au-dessus du toit du bâtiment voisin, une pâle ligne d'aube se dessinait. Je m'étirai pour remettre la couverture, et à cet instant, quelque chose changea, à peine perceptiblement. Les doigts de Mathieu, mes doigts familiers, noueux, bougèrent très légèrement, comme s'ils essayaient de répondre à ma paume. Je me suis figée, retenant mon souffle, de peur de chasser ce minuscule signe, et j'ai murmuré « Mathieu ». Je me suis figée, retenant mon souffle, j'ai tendu l'oreille, et ses doigts ont à nouveau à peine bougé, puis ils ont serré les miens. L'air est sorti de mes poumons avec un son, comme si je remontais à la surface. « Sophie » ai-je appelé d'une voix rauque vers la porte entr'ouverte. Je crois. Sophie surgit rapidement, comme si elle se tenait derrière le mur. Suivie du docteur Bernard. Le moniteur bipa un peu plus vivement. Bernard lui éclaira brièvement les yeux avec sa lampe stylo, avec assurance. Mathieu, vous m'entendez ? Serrez encore la main de votre mère. Il serra. Et lentement, comme s'il sortait d'une eau épaisse, il ouvrit les paupières. Ses yeux errèrent d'abord, puis se fixèrent sur moi. L'espace d'une seconde, il fut ce garçon de CP, effrayé et têtu à la fois. Man. Un murmure rauque, mais vivant. J'ai éclaté en sanglots, non plus de terreur, mais de ce bonheur simple, quand une voix aimée est là. Chut. Bernard me fit un signe de tête et se mit à parler calmement à Mathieu. Nom, date de naissance. Où habitez-vous ? Mathieu répondait lentement, cherchant ses mots, mais correctement. Bernard vérifia ses pupilles, lui demanda de bouger les pieds, lui dit 3 mots et lui demanda de les répéter. Mathieu y arriva. Je ne vois pas de déficit neurologique, souffla le docteur, et pour la première fois, il s'autorisa un sourire. Maintenant, observation. Les forces reviendront. Plus de silence, moins d'émotion. 5 minutes, ajouta Sophie, me regardant sévèrement. Et pas de conversation compliquée. Il entend, mais il a peu de force. Ils sortirent derrière le paravent, nous laissant presque seuls. Je serrai sa main doucement. Je suis là. J'ai été là tout le temps. Et je resterai, tu entends ? Il hocha la tête d'un mouvement minuscule. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ses lèvres bougeaient à peine. Je me souviens, le bureau, je me suis senti mal. J'ai inspiré. Pas de conversation compliquée. La voix de Sophie résonnait dans ma tête, mais la vérité était déjà là, dans ma gorge, et je ne pouvais plus attendre. Mathieu, ai-je dit doucement, comme autrefois avant une piqûre difficile. Ce n'est pas juste de la fatigue. On t'empoisonnait. Depuis longtemps. Des cachets dans le jus le matin, et dans la perfusion. On est arrivé à temps. Les médecins ont tout stoppé. Elle est en garde à vue. La maison et l'argent sont protégés.
L'enquête suit son cours. Il écoutait, et son visage changeait, comme si des nuages couvraient et découvraient le soleil. Incrédulité, colère, douleur. Il ferma les yeux, sa respiration s'accéléra. « Chloé ?» demanda-t-il, comme s'il avait peur de la réponse. J'ai hoché la tête. Il se tourna vers le plafond, et cet homme adulte de 42 ans s'est mis à pleurer doucement, sans bruit, comme pleurent ceux qui n'ont plus la force de tenir. J'ai posé ma joue sur sa main. Pardon. Un mot insensé, mais je n'en trouvais pas d'autre. J'aurais dû comprendre plus tôt. Je voyais ta fatigue et je pensais, c'est le travail. Et elle murmurait entre nous, elle faisait tout pour que tu t'éloignes. J'étais là, à côté, et je me taisais. Ce n'est pas toi, expira-t-il en touchant faiblement mes cheveux. C'est moi qui étais aveugle. Je voulais y croire. Elle disait que tu m'étouffais, qu'elle avait honte à cause de toi. Je la croyais. Il déglutit. Maman, comment peux-tu seulement me regarder? Parce que tu es mon fils, ai-je répondu simplement. Et une mère ne s'en va pas, même quand ça fait mal. Nous sommes restés là, en silence, 2 paumes, un seul pouls. Puis il a demandé lui-même, il y a des preuves. Oui, ai-je hoché la tête. Audio, caméra, analyse. Son avocat est déjà en train de lâcher du lest. L'inspectrice s'occupe de tout. On te laisse tranquille pour l'instant. Repose-toi. Il ferma les yeux, essuya sa joue contre ma paume, comme un enfant. Je ne veux pas entendre l'enregistrement, murmura-t-il. Pas maintenant. Je ne tiendrai pas. Il ne le faut pas. On aura le temps. On décidera. La porte claqua doucement. Sophie entra, ajusta la perfusion, fit un signe de tête sévère. Les 5 minutes sont passées. Maintenant, on dort. Vous, un thé et l'air frais du couloir. Je me suis levée, mais Mathieu me tenait par les doigts. Man, à peine audible. On va tout récupérer. Ton argent, la maison, je vais réparer. Il n'y a rien à réparer, maintenant. Respire. Vis. Le reste, on verra plus tard. Je suis sortie dans le couloir, j'ai appuyé mes omoplates contre le mur frais, et pour la première fois depuis 2 jours, je me suis permis de fermer les yeux. Mes tempes battaient encore, mais ce n'était plus la peur. Quelques heures plus tard, Mathieu s'endormit profondément, sans sursauter. Je lui ai lu doucement un passage d'un vieux livre, puis je suis restée assise, à écouter le rythme régulier de sa respiration. Le soir, le docteur Bernard est repassé, a montré les graphiques, a hoché la tête avec satisfaction. On est sur la bonne voie. Et le matin, quand l'aube grise a commencé à poindre et que la chambre ressemblait à une aquarelle, Mathieu a ouvert les yeux tout seul, sans aide. Son regard était plus clair. « Man, dit-il, déjà un peu plus assuré. Je suis prêt. Fais ce qu'il faut, parle à qui il faut. Je signerai tout, je témoignerai. » J'ai hoché la tête, et au même instant, la porte a glissé, et sur le seuil est apparue Olga Duval, son éternel dossier sous le bras. Le regard attentif, sans pression. « Bonjour, dit-elle calmement. Vous avez la force de parler quelques minutes? Ce n'est pas un interrogatoire, une première déclaration. Ensuite, on vous laissera du temps. » Mathieu m'a regardé, puis il l'a regardé, a lentement hoché la tête, et soudain, derrière lui, le moniteur a bipé. Pas de manière alarmante, mais différemment. Et Sophie, qui passait par là, s'est retournée brusquement et s'est avancée vers le lit. Sophie fut instantanément au chevet du lit, ajusta le capteur sur son doigt, regarda le moniteur, la perfusion. Le rythme s'est accéléré avec l'émotion, dit-elle plus bas, pour moi. On va réguler ça. Inspirez, expirez. Mathieu, on ne se tend pas. Le docteur Bernard entra juste après, hocha brièvement la tête. Rien de critique. C'est normal après le réveil et cette conversation. On va mettre de l'oxygène et 5 minutes de silence. Olga Duval posa son dossier sur la table de nuit, me regarda. On reporte, dit-elle calmement. Pas maintenant. Mathieu inclina la tête. Sa voix était faible, mais têtue. 1 minute. Je peux. Juste le principal. Nous avons échangé un regard. Sophie haussa un sourcil sévère, mais ne dit rien. Duval ouvrit son dossier, sans s'asseoir. Nom, prénom, date de naissance. Très banal. Et la réponse à une seule question. Vous a-t-on déjà prescrit de la warfarine? Mathieu répondit à la première question et expira. Non. Jamais. C'est elle qui me donnait des cachets. Des vitamines, disait-elle.
Le jus, chaque matin. C'est noté, hocha la tête Duval. C'est suffisant pour aujourd'hui. Le reste plus tard, quand vous aurez repris des forces. Elle referma son dossier, et je me sentis soudain apaisé par sa voix. Il n'y avait en elle ni précipitation ni fausseté. Sophie recouvrit Mathieu, me montra la porte. 5 minutes et vous revenez. Les jours s'étirèrent, lisses comme un drap, sans angle vif. Les forces de Mathieu revenaient peu à peu. D'abord, il gardait les yeux ouverts plus longtemps. Puis il demanda de l'eau lui-même. Puis il s'assit près de la fenêtre 5 minutes et fut fatigué aussitôt, mais il sourit. Bernard venait en silence, notait ses graphiques, se permettait parfois un bien. Sophie apportait du sucre en sachet, pour la chance, et me grondait parce que j'oubliais de manger. Olga Duval passait tous les 2 jours, parlait brièvement. Chloé Moreau, ou plutôt Irina Dufour. Le tribunal l'a placée en détention provisoire. L'avocat, Ferraud, coopère. Les transactions sur la maison et les comptes sont bloqués. Les expertises sont faites. Elle ajouta aussi. On a retrouvé 3 hommes, d'autres régions. Ils l'ont reconnu, ils sont prêts à témoigner. Le père Antoine venait, doucement, sans faire de bruit, parler avec Mathieu, puis avec moi, de ses propres sujets. Du pardon, qui n'annule pas la justice. Je hochais la tête, j'écoutais, et je pensais que pour l'instant, le plus important était que mon fils mange sa bouillie et dorme sans faire de cauchemar. Un jour, le docteur Bernard m'attrapa dans le couloir. « Préparez-vous pour la sortie d'ici 1 semaine, dit-il, comme si de rien n'était. À la maison, ce sera plus facile. » J'ai souri, et pour la première fois depuis des jours, je n'ai pas pleuré. Le soir, nous avons parlé à mi-voix avec Mathieu pendant presque 1 heure. Il a dit « L'argent, maman, je te le rendrai. Ne discute pas. » Je n'ai pas discuté. J'ai juste posé ma main sur la sienne et j'ai dit « Tu me le rendras en temps, en déjeuner du dimanche, en conversation quand on n'a pas envie. Il n'y a rien de plus précieux. » Puis ont commencé les préparations, l'inspectrice, les questions, le procureur, la répétition des témoignages. On nous a prévenus, la défense allait mettre la pression, chercher les contradictions, s'accrocher aux mots. J'ai répété mon récit. Le couloir. La chambre 414. Le murmure. Les mots qui m'avaient glacé le sang. Encore et encore, je revivais cette minute où une main inconnue s'était posée sur ma bouche et avait sauvé nos vies. Mathieu a tenu bon lors de ses premières dépositions. Se souvenir de la date du mariage et du rituel du jus d'orange matinal était le plus dur. Il serrait les dents, mais il parlait. Sophie était assise à côté de nous quand c'était possible, comme un mur de pierre derrière lequel on n'a pas peur. On ne nous a pas laissé assister à l'audience pour la détention. Et c'était mieux ainsi. On nous l'a raconté après. Demande rejetée. Maintien en détention. J'ai juste hoché la tête. L'air était devenu plus pur. 6 mois plus tard, nous sommes entrés dans le palais de justice. Au plafond, une acoustique qui résonne, des bancs sur lesquels il est impossible de s'asseoir confortablement. Mathieu, en costume gris, amaigri mais digne. Moi, dans une simple robe olive. Pas pour la beauté, pour la solidité. Je voulais qu'elle voie qu'elle ne m'avait pas brisé. L'accusée n'était plus Chloé. Dans le dossier, Irina Dufour. Mais sur son visage, le même masque fin, seulement craquelé. Son regard, aiguisé comme une épingle, m'a piqué et a glissé. À côté, l'avocat, voix plate, dossier froid. Sur les bancs du fond, 3 hommes, étrangers et si proches à la fois, chacun avec une histoire que je pouvais deviner. Le procureur parlait sans élever la voix, mais de façon à ce que tout le monde entende. L'audio de l'aveu, les vidéos des caméras, les rapports de toxicologie, les tentatives de transfert de la maison, la correspondance, le mode opératoire des affaires précédentes. Bernard est venu le premier, a expliqué calmement comment la warfarine fluidifie le sang, ce qui serait arrivé s'il n'était pas intervenu à temps. Sophie a parlé des symptômes, de la comparaison des analyses, du parking et de la phrase « Je serai bientôt libre ». Elle a tenu bon, comme toujours. Bref, précis, sans 1 centimètre de trop. Puis je me suis assise, j'ai inspiré, j'ai vu les jurés, des visages ordinaires, pas de pierre. J'ai raconté, du début à la fin. Ma voix s'est brisée, mais je ne me suis pas excusée pour mes larmes. La défense a essayé, belle-mère jalouse, partialité, aurait pu mal entendre. J'ai répété mot pour mot ce que j'avais entendu, et j'ai désigné Sophie. L'enregistrement existe. Mathieu s'est avancé à la barre comme sur une fine couche de glace. J'ai vu ses épaules se tendre. Il a parlé du jus,
des vitamines, de la fatigue qui n'en était pas une. À la question du procureur, l'aimiez-vous ? Il a répondu si calmement que quelqu'un a toussé dans la salle. J'aimais la personne qu'elle jouait. Celle qui n'existait pas. La défense s'est agitée, a tenté de mordre. Il ne s'est pas laissé faire. Les victimes des affaires précédentes ont raconté, chacune leur tour, une maison, des comptes, un nouveau nom, une disparition. Et 3 fois, le même schéma s'est dessiné. La défense a dansé autour de l'illégalité de l'enregistrement, d'une erreur médicale, d'un montage. Le procureur, en réponse, a énuméré les preuves, une par une, comme des écrous. 1, 2, 3, 4, 5. Le juge s'est adressé au juré calmement, de longues instructions sur comment compter, ce qu'il fallait considérer comme prouvé. J'étais assise, je tenais le coude de Mathieu et je pensais que mon cœur n'allait pas supporter ce silence. Puis les jurés se sont levés et sont partis délibérer. L'attente fut comme une nuit sans fenêtre. Personne ne chuchotait. Je regardais les portes, comme si je pouvais les attirer par la pensée. Mathieu a posé sa paume sur la mienne et l'a serrée un peu. Je suis là. Quand on les a fait revenir, on a soudain entendu quelqu'un au dernier rang froisser un gobelet en carton. Le président du jury tenait une enveloppe. Le juge nous a regardés, tous, et a demandé « Mesdames et messieurs les jurés, à quel verdict êtes-vous parvenus ?» À l'unanimité, répondit le président. Il déchira le bord de l'enveloppe, sortit une feuille, reprit son souffle et commença à lire. Sur la question de la culpabilité d'Irina Dufour. Le président déglutit, regarda sa feuille et prononça distinctement, en détachant les syllabes, coupé-hablé. La salle expira comme un seul être vivant. Le juge demanda de s'asseoir et commença à lire la sentence, calmement, sans théâtralité. Article 221 à 5 du Code pénal. Tentative d'empoisonnement, réclusion criminelle. Article 313-2. Escroquerie en bande organisée, réclusion. Article 441-1. Faux et usage de faux. Je tenais le coude de Mathieu et je comptais les battements de mon cœur jusqu'à ce que j'entende l'essentiel. Peine finale, 18 ans de réclusion criminelle. Interdiction d'exercer une activité financière ou comptable pendant 3 ans après sa libération. Condamné à verser aux parties civiles des dommages et intérêts. Il n'y eut pas de cri, seulement le bien, maître sec de l'avocat et le son mat d'un stylo sur la table. Chloé, enfin Irina, n'a pas pleuré. Elle a soupiré, pincé les lèvres et fixé un point dans le vide. En sortant, elle nous a jeté un regard. Un regard aigu, mauvais, comme une aiguille. Je n'ai pas baissé les yeux. Je n'avais plus pour elle ni peur ni pitié. Juste le vide et le calme. À la sortie du tribunal, des journalistes nous attendaient. Mathieu s'est avancé lui-même, un peu pâle, mais se tenant droit. « Je m'appelle Mathieu », a-t-il dit aux caméras. « Et je suis vivant grâce à 3 personnes. Sophie Martin, l'infirmière qui ne s'est pas tue, le docteur Bernard, qui a cru à ses soupçons, et ma mère, qui n'a pas cru au hasard et qui a tenu bon dans ce couloir. » Il m'a poussé en avant. Il a tendu la main. Je l'ai prise. Il a dit au micro cette phrase simple. « Maman, pardon pour ces années de silence. Je serai là. » Je n'ai pas répondu par de belles paroles, j'ai juste hoché la tête. Désormais, il fallait faire, et non plus dire. Nous nous sommes occupés de l'intendance. La maison, que j'avais autrefois mise à son nom, nous l'avons vendue. Il y avait trop d'air étranger là-bas. Mathieu a pris un appartement plus petit, lumineux, avec une cuisine où nous faisons des tartes le dimanche. Avec l'argent qui m'a été rendu, je me suis acheté un petit appartement près des quais. Vue sur l'eau. Pas le rêve de ma vie, juste un endroit où l'on respire. Pour les banques, les papiers, les impôts, Olga Duval nous a aidés. Elle a expliqué où écrire, quoi demander, quelle copie faire. Rien de magique. Des files d'attente, des signatures, des copies. Mais sans piège. Petit à petit, nous avons comblé tous les trous, récupéré la valeur de la maison, officialisé ma part dans l'entreprise. Mathieu a lui-même proposé d'officialiser ma contribution, non plus en parole, mais dans les documents. J'ai signé, sans discuter. Maintenant, nous voyons tous les 2 les chiffres, et nous dormons tous les 2 tranquilles. Sophie. Sophie est devenue comme de la famille. Elle vient à la maison sans prévenir, râle parce que ce n'est pas assez salé et rit si fort qu'on l'entend dans le couloir. La nuit, parfois, elle rêve de sa sœur. Elle ne se plaint pas, elle boit juste un thé en silence dans ma cuisine, se réchauffant les mains contre la tasse. Nous sommes assises l'une à côté de l'autre, en silence. C'est aussi un travail, survivre. Le père Antoine ne passait pas souvent.
Il parlait du pardon comme d'un choix qui n'annule pas les limites. Je ne sais pas si j'ai pardonné, mais je ne vis plus dans le mensonge d'un autre. Pour moi, c'est suffisant. Quelques mois plus tard, Mathieu et moi avons créé une petite association. Nous l'avons appelée simplement les Mères Vigilantes. Non pas pour faire grand bruit, mais pour que ceux qui se retrouvent soudain seuls en territoire inconnu, un hôpital, un commissariat, un tribunal, aient un numéro de téléphone où quelqu'un décroche. Sophie gère la partie médicale, apprend à reconnaître les symptômes inquiétants et à ne pas avoir honte de poser des questions de trop. Des bénévoles nous ont rejoints, des juristes, des psychologues. La première année, nous avons aidé 15 familles. Ce n'est pas beaucoup, mais ce sont des gens bien vivants, qui n'ont pas baissé les bras. Mathieu travaille différemment. Il ne s'épuise plus la nuit, il ne porte plus la cupidité des autres sur son dos. Il ne me rend pas de l'argent, il me rend du temps. Un appel le soir. « Tu es où ? Sors, on va acheter du pain. » Un café à l'improviste. Une histoire drôle qu'il a soudain eu envie de raconter. Nous réapprenons à être proches, sans dette ni compte. Parfois, des femmes m'écrivent. Certaines directement, d'autres avec prudence, en regardant par-dessus leur épaule. « C'est vraiment vous ? » ?»« Oui, c'est moi. »« Comment savoir ? » demande-t-elle. Il n'y a pas de formule. S'écouter soi-même, ne pas avoir peur de paraître envahissante. Si votre voix intérieure vous dit que quelque chose ne va pas. Et aussi, conserver des preuves, pas seulement de l'espoir. Le monde ne devient pas plus tendre à cause de nos illusions. Je ne suis pas devenue une gagnante et je ne vis pas la meilleure version de moi-même. Je me réveille avant le réveil, je mets la bouilloire en route, je sors sur le balcon. L'eau sous ma fenêtre est la même par tous les temps. Parfois j'ai peur, parfois je me sens seule. Mais la solitude n'est pas une punition s'il y a de la dignité dedans. Et la nouvelle vie, ce ne sont pas des fanfares, c'est un « bonjour » tranquille au téléphone le dimanche matin. Je m'appelle Hélène, j'ai 67 ans. En une longue soirée, j'ai cessé d'être pratique et j'ai appris à défendre ce qui est à moi. Cela ne me rend pas spéciale. Cela signifie simplement que maintenant, je me choisis, moi, mon fils, la vérité. Et chaque jour, sans emphase, je fais un pas.